est écrivain et président à vie du Club des Ronchons. Et il aime surtout à rappeler qu'il est de nationalité parisienne. Parigot et incurable, ce pourrait être la profession de foi de son nouvel ouvrage intitulé « Je suis parisien, mais je me soigne ». Ce livre est en vente sur la boutique TVL, sur le site tvl.fr. Alain Pocard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur TV Liberté. Comment se persuader que le cœur de Paris continue de battre quand on fait ce constat amer, je vous cite, « Paris est sale, crasseux, crade et nécessiterait un coup de balai de plusieurs mois ». Oui, mais ça c'est faisable, hein, avec un nouveau maire, une nouvelle direction à la mairie de Paris. Mais comment va-t-on balayer toutes les horreurs qui ont été construites depuis les années 60, poursuivies par Pompidou, aggravées par Mitterrand, et maintenant il suffit de passer sur le périphérique et de voir les tours du haut de Nouvelle ou la future tour en construction, la tour Triangle à la porte de Versailles, pour voir que ça on ne pourra jamais l'effacer. Il faudrait une gomme magique, mais nous ne sommes plus dans les temps magiques. Alors, vous aimez Paris, hein, et vous le démontrez en évoquant dans ce livre ses rues, ses trésors cachés, ses chansons, ses personnages connus. Vous portez moins dans votre cœur Bertrand Delanoë et Anne Hidalgo, que vous présentez comme des destructeurs de civilisation, rien de moins. Bah oui, parce qu'une civilisation, elle est à base d'un peuple. Alors il faut le reconnaître, le peuple parisien, on a commencé à le virer à partir des années 60. Hein. Mais là, maintenant, c'est pire que tout, parce que on a changé de population deux fois. On a les immigrés et on a les bobos. Je crois que les bobos, c'est pire, parce que le bobo est comme une sorte d'une sauterelle qui dévore tout, qui transforme des bons petits bistrots d'autrefois de Bougna où on buvait du vin qui était buvable, allons-y quand même, et qui a transformé ces endroits en lounge. Vous savez, lounge, c'est parce qu'on est dans un fauteuil. Alors que j'ai discuté avec des amis, des gens qui ont connu Blondin et tout, ils me disaient, on doit boire au comptoir, et la clé de boire au comptoir, c'est que on s'arrête quand on tombe par terre. Vous voyez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le lounge, on ne peut plus. Alors, Delanoë et Hidalgo, destructeurs de civilisation. Vous prenez un exemple, par exemple, vous dites la canopée des Halles, c'est un gigantesque burger. Qu'est-ce que j'ai dit? Que la canopée aux Halles, c'était un gigantesque burger. Oui, c'est ça. Bah oui. Alors je suis pas si bête que ça. J'arrive à être d'accord avec moi-même. Mais non, mais c'est moche. Rien n'est plus simple, n'est plus beau que la simplicité. Mais pas la simplicité des destructeurs de civilisation, du Bauhaus ou de Le Corbusier. La simplicité de ce qui vient du travail de l'artisanat. Or, pendant des siècles et des siècles, l'architecture, elle a été artisanale d'une certaine façon. Le château de Versailles, il est artisanal. Et il a été fait par il y avait un architecte génial, un dessinateur de jardin. Vous me permettrez quand même de vous citer un quatrain de Sacha Guitry qui dit tout. Vous pouvez tout faire ici. Pour ça s'appelle TV Liberté. Voilà. On nous dit que nos rois dépensaient sans compter, qu'ils prenaient notre argent sans prendre nos conseils. Mais quand ils construisaient de semblables merveilles, ne nous mettaient-ils pas notre argent de côté? Et là, on a l'impression, avec l'Opéra Bastille, avec tout ça, qu'on jette l'argent par les fenêtres. Là, c'est plus l'argent n'est plus de côté, il tombe littéralement, on est obligé de rajouter des filets de protection, enfin c'est épouvantable. Alain Pocard, il faudrait qu'on se comprenne bien. Est-ce que vous ciblez directement Delanoë et son successeur, sa successeuse Anne Hidalgo, ou est-ce que vous considérez que tout n'est pas de leur faute et que leurs prédécesseurs s'étaient bien amusés dans les actes de vandalisme? Faute. Quand je me souviens par exemple d'une conférence de presse de Pompidou, qui n'était pas un homme idiot d'ailleurs, et on lui dit, on voit apparaître maintenant des tours derrière l'Arc de Triomphe. Il dit, mais monsieur, mais moi je voudrais que l'Arc de Triomphe soit entouré d'une forêt de tours de la Défense, etc. Bon, après il y a eu Mitterrand. En fait, Delanoë et l'autre, là, Hidalgo, sont des bons petits-enfants, du Bauhaus et de Le Corbusier et de la modernité. Et de la modernité allemande, Bosch. Car il ne faut jamais oublier que le Bauhaus, ce sont des Allemands, et des Allemands puritains. Pourquoi cette architecture est-elle sans décor? Parce que dans le puritanisme, on ne veut pas de décor aux choses. On détruit les statues, voilà, c'est ça. Le Bauhaus, c'est une architecture Bosch.
Quant à Le Corbusier, lui, avec sa tête de puritain suisse, alors il est de la même famille, quoi. Ce sont des gens qui n'aiment pas la vie, au fond, et qui veulent la réduire à la caserne. La cité radieuse de Le Corbusier, mais c'est tout à fait quelque chose qui était fait pour le communisme, hein. Puisqu'il devait y avoir des salles où les gens allaient ensemble laver leur linge, etc. Mais enfin, c'est la destruction des cellules familiales, de toutes les cellules. Mais revenons à Paris. Cité qui n'avait de radieuse que le nom. Alors, au-delà du style qui est le vôtre, on le voit bien, toujours un brin moqueur, un brin râleur aussi, bien sûr. Il y a une critique soutenue qu'on retrouve dans cet ouvrage, mais dans beaucoup d'autres, de la bétonisation de la capitale ou de sa densification verticale. Mais pour une cité vivante, il faut de la vie. Est-ce qu'on ne doit pas posséder aussi la trace de ce qui s'est fait au XXe siècle, de ce qui se fait au XXIe siècle avec ces architectures, ces matériaux aussi? Mais il y a eu des choses magnifiques au XXe siècle. Paris à 1750. Non, bien entendu, mais de toute façon, il y a eu des choses magnifiques qui ont été construites dans Paris, c'est sous l'Art déco. Dans les années 20, à partir de 25, la grande exposition de l'Art déco. Et là, la France est vraiment, dans le monde, la créatrice de la ligne, vous voyez, de l'objet. On redevient les maîtres de la création des objets. On a des exemples magnifiques en architecture, le Palais de Tokyo, l'ancien musée des colonies, qui est très beau aussi, avec de très très belles statuaires, réalistes, mais déjà qui est un peu influencé par le cubisme aussi, c'est-à-dire que le volume prend de l'effet sur les statues de ces époques-là. Et puis, il y a eu malheureusement la Deuxième Guerre mondiale, alors je ne vais pas en revenir sur les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, mais comme il n'y avait plus de gens il fallait loger, il n'y avait plus d'appartements pour les gens, on a construit n'importe quoi, n'importe comment, et notamment des villes comme Sarcelles, dont on nous disait que c'était provisoire. Bravo le provisoire, mais heureusement. Ce que je sais que les seules choses qui restent encore, elles sont gravées, non pas dans le marbre, mais dans le micro-sillon. Il nous reste encore des chansons parisiennes, plus du tout parmi les jeunes chanteurs et les rappeurs d'aujourd'hui, ça c'est zéro. Mais il nous reste des grands poètes, des grands chanteurs populaires parigots de l'après-guerre. On en parlera, Alain Pocard, si vous voulez bien, mais je veux poursuivre. Est-ce que Alain Pocard, il n'aurait pas été dans le camp de ceux qui ne voulaient pas de la Tour Eiffel, comme il n'a pas voulu ceux qui ne veulent pas de Beaubourg? Je pense que oui. Regardez, les touristes vous disent que mais aujourd'hui Paris, touristes, c'est quoi? C'est la Tour Eiffel. Regardez, mais les touristes, c'est un destructeur de civilisation. Regardez la dédicace de mon ouvrage fait par le dessinateur Philippe Dumas. Excellent dessinateur, d'ailleurs. Oui, sauf quand il met Paris, il met la Tour Eiffel. Oui, mais il la dessine en femme et ses cuisses un peu écartées en bas, sont les piliers. Plus ça. Mais non, enfin, attendez. Les touristes, d'abord, sont des destructeurs de civilisation. Malheureusement, on ne vit plus en France que par le tourisme. Ça ne va pas durer longtemps, d'ailleurs, parce qu'avec l'insécurité dans les rues, mais passons à autre chose. Mais non, mais le tourisme est un destructeur de civilisation. Moi, je ne vois pas l'intérêt de faire venir des touristes. Bon. Je vois dans votre hommage aussi, vous faites dans l'ouvrage au baron Haussmann ou à Napoléon III, pour les parcs et les squares de la capitale, Napoléon III, le choix d'un style homogène pour la ville et son architecture. Est-ce que vous comprenez que l'on puisse se poser la question du style homogène ou alors volontairement hétérogène d'une ville comme Paris? Ou est-ce que ce n'est pas qui n'a pas lieu et qu'il faut refermer tout de suite? Non, alors vous avez en partie raison. C'est-à-dire que, Merci. Par exemple, tout ce qu'il y a d'art déco dans la ville de Paris aurait été d'un seul quartier. Ça aurait été beaucoup plus beau que de les avoir dispersés. Vous avez par exemple les cités-jardins d'Henri Sellier, socialiste de l'époque du Front populaire. C'est des réussites remarquables qui mélangent la vraie ville avec... Il reprend même le tracé haussmannien d'une grande avenue au milieu qui arrive à un monument ou à un lieu de plaisance. Bon, c'est le théâtre Jean Villard à Suresnes, la cité-jardin. Ça, c'était quelque chose de positif, les cités-jardins dans les années 30. Mais tout ça est abandonné, c'est n'importe où, n'importe comment. Mais bon, j'ai déjà écrit un livre qui s'appelait en 91 « Les criminels du béton, j'ai raison sur tout ». Mais le problème, c'est qu'on n'écoute pas les gens qui ont raison. J'ai écrit Manuel de résistance à l'art contemporain. Tout le monde s'en fout. La machine avance et va nous détruire. Elle va nous détruire autant par l'esthétique et peut-être tout autant par l'esthétique. Parce que ce qui blesse l'œil blesse l'âme. Voilà. Et que si vous voyez un bâtiment de Traviole, eh ben, ça vous fait du mal à l'âme. Ça, c'est quelque chose qu'il faut peut-être comprendre que malheureusement nos édiles ne comprennent pas.
ils ont comme une carotte devant l'âne, comme ça, qui est modernité, modernité, modernité. Moi, j'y fasse. Je peux rien faire. Hein. Il y a aussi un élément très intéressant dans votre ouvrage, c'est en quelque sorte la dimension, j'allais dire, géographique de la capitale. Paris est dans ses frontières actuelles depuis 1861, si je ne me trompe pas, dans ses 20 arrondissements. Oui. Et vous remettez en place une idée qui est celle d'un 21e arrondissement, d'un 22e arrondissement qui engloberait respectivement Boulogne, Boulogne-Billancourt et Vincennes plus au sud-ouest. Est-ce que ça, c'est aussi une idée de continuer à agrandir Paris? Ce serait une solution? Ah oui, bien sûr, mais à condition aussi de ne pas faire les mêmes cochonneries. Le général de Gaulle avait cette idée géniale de mettre il n'aimait pas l'Élysée, il disait c'est la maison d'une poule, la maison de Madame de Pompadour, qui reste sans doute le meilleur ministre de la culture qu'on ait eu dans l'histoire de France, mais peu importe. Bon. Il voulait mettre le palais présidentiel à Vincennes. Vous imaginez, vous connaissez, il est magnifique, avec le bois, avec tout ça. Puis il y avait des casernes à côté où on aurait pu mettre des services encore. Tout ça, ça a été fichu en l'air. Mitterrand, paraît-il, a eu l'idée, mais bon, il parlait plus qu'il ne faisait. Il a trop fait, c'est pas assez tu. Donc voilà, Boulogne-Billancourt est la ville des années 30, avec plein d'immeubles années 30. Il y a un musée des années 30 qui est très beau, très intéressant. D'ailleurs, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens talentueux comme architectes, comme peintres et comme sculpteurs, voilà, dans les années 30. Mais bon, ça ne se fera pas. C'est-à-dire qu'on est en train d'essayer de faire un grand Paris avec un tour de métro, là, voilà. On va faire des gares qui n'ont rien à voir avec le site local. On va bien entendu y ajouter de l'art contemporain, du prétendu art dit contemporain, et comme ça, Paris, alors qu'il aurait fallu tout réorganiser, tout repenser, faire des belles avenues avec des belles statues, des belles places au milieu. Une ville sans place, c'est pas une place, c'est pas une ville. Et une place sans ville, d'ailleurs, n'en parlons pas. Est-ce que cette hypothèse, maintenant, elle se trouve confrontée à une réalité, c'est que la mairie de Paris a corseté la ville. Vous dites un double mur murant, au-delà du jeu de mots. Il n'est pas de moi, il était de Beaumarchais, l'avait repris à ce qu'on disait, le murmurant, murant Paris, rend Paris, murmurant, voilà. Oui, il y a eu d'abord l'enceinte de Thiers, qui était une imbécilité, qui a dû rapporter beaucoup d'argent déjà à l'époque, dans les années 40 du 19e siècle. Après, il y a eu le périphérique, ceinture métallique par les voitures, et puis ça, c'était la décision du conseil municipal sous la 4e République, et puis là, la décision du tramway, qui est une imbécilité. Bien sûr, le tramway est formidable. Alors, la technique qu'on trouve dans le tramway, quand on le prend, c'est vraiment du beau travail, mais c'est du beau travail industriel. Mais il fallait pas entourer Paris, il fallait aller justement avec des médianes. Bizarrement, la RATP semble mieux comprendre le lien entre Paris et la banlieue, car elle commence à faire des stations de métro qui vont jusqu'à 5-6 kilomètres plus loin de Paris, et ça c'est bien. Mais faudrait tout organiser, mais c'est fichu. C'est fichu ? Oui, la seule chose, il faut garder Paris sur le plan culturel. Il faut chanter ces chansons. Faut fêter tous les écrivains qui ont écrit sur Paris et qui ont... Alors, la question qui me vient à l'esprit maintenant, c'est de vous dire, puisque Paris n'est pas totalement condamné à mort, même si c'est fini, où trouve-t-on encore un peu d'âme dans cette ville? Vous êtes un promeneur, vous êtes à pied, un piéton dans la ville depuis tant d'années. Où est-ce qu'on peut marcher dans la ville? J'ai pas envie de vous le dire, parce que j'ai pas envie que... Est-ce que vous le dites pas dans le vin? Moi, j'ai des vieux 25 000 bobos viennent m'emmerder quand je suis dans tel endroit que je trouve très bien et tout. Et puis, il y a un endroit dans lequel on ne peut plus aller, des endroits, c'est les Venelles, les cours avec des ateliers d'artistes et tout, parce qu'il y a des digicodes et des interphones. Vous remarquerez d'ailleurs que les cambriolages sont en hausse dans la région parisienne, ce qui prouve que ça ne sert strictement à rien, sauf parce que dans nos boîtes à lettres, on a encore plus de papier nous demandant d'aller dans tel et tel supermarché. Bon, donc les digicodes et les interphones ne servent pas à grand-chose, sauf à empêcher le bon piéton de Paris de voir ces petites choses, et puis toutes ces plaques, on se dit... Quand vous allez, par exemple, dans le 9e arrondissement, le quartier de la Nouvelle-Athènes, il n'y a pas une maison où un écrivain n'a pas vécu. Dans le square d'Orléans, on peut y aller la semaine parce qu'il y a des bureaux.
vous avez une plaque, là George Sand a vécu, Musset a vécu, et Chopin a vécu aussi. Elle devait peut-être aller alternativement chez l'un ou l'autre, mais vous savez comment sont... Les artistes. Oui, et peut-être même parfois les femmes, mais bon. Bref, en tout cas, George Sand était assez porté là-dessus, semble-t-il plus que Chopin. Et peut-être plus que Musset. Mais passons à autre chose. Donc, ça veut dire que vous avez encore la respiration d'une ville dans laquelle le peuple était. Je suis pas un populiste qui dit non, il y a autant de cons dans le populo que chez les bourgeois, c'est évident. Le pourcentage d'imbéciles est à peu près le même dans toutes les catégories socio-professionnelles. Il y en a peut-être un petit peu plus chez les instituteurs d'aujourd'hui, mais bon, je ne veux pas polémiquer, comme dit Polémique Victor. Bon, mais c'était vivant. Moi, je suis né dans le 7e arrondissement. Les gens me disent, t'es long, hein, t'étais un fils de Bourges. Mais non, parce que j'habitais rue Jean-Nicot, qui était une ville où il y avait des immeubles bois et plâtre qui avaient servi aux ouvriers de la manufacture des tabacs, qui était rue Surcouf. Et moi, je suis né avec mes parents, on vivait un tout petit 2 pièces avec les toilettes sur le palier. Mais bon sang, les gens, c'était formidable, la communion entre les gens d'un quartier et tout. Et il y avait un mélange social. Vous savez comment? Quand les bourgeoises et les femmes de travailleurs allaient sur les quais de la Seine en promenant les chiens, eh ben, il y avait le brassage social se faisait, là, vous voyez. Vous imaginez maintenant des femmes de Prolo et des femmes de Bourges qui vont promener leurs chiens ensemble? Je propose ma question néanmoins. Où est-ce qu'on peut trouver l'âme de cette ville? Dans la chanson. Dans les chansons les sur lieux. Paris. Il n'y a aucun lieu à Paris où un endroit où il y a vous des installez. bistrots, il y a des bons bistrots. Mais je suis pas là pour faire des publicités pour tel ou tel bistrot parce que je fais de publicité pour personne. À part pour mon livre. Cherchez un lieu. Il y a bien une place, un endroit. Les nouveaux quartiers. Dites par exemple les quartiers Bobo, les Batignolles. Voilà un quartier Montmartre, quartier qui a été recréé par Boboland. C'est Boboland, mais c'est sympa. Alors, oui et non. D'abord, Montmartre, c'est aussi beaucoup les touristes. Hein. Je parlais dans le haut de Montmartre, pas le bas. Ah ben non, le haut, c'est les touristes aussi. Hein. Entre les deux. La place du Tertre, il faut écarter les langues étrangères. Là. Mais bon, puisqu'ils viennent dépenser leur argent dans des restaurants, je trouve assez médiocres d'ailleurs, il y en a des bons, mais un peu plus bas. Il faut. Autrefois, je disais pousser les portes. Maintenant, on peut plus. Mais on peut toujours voir que. Alors, il y a des quartiers qui ont été préservés parce que si on construisait des tours, étant donné que c'était complètement du gruyère en dessous, les tours se seraient effondrées. Je pense à la butte aux Cailles, je pense à des petits coins comme ça, à la cité bergère, GEYRE, tout ça. Mais bon, celle-là, elle est. Quartier Bobo. Pardon, à l'Apocar, quartier Bobo. Quartier Bourges. Hein. On m'a dit qu'un grand cinéaste qui fait des blockbusters y habite. Hein, c'est pas si sûr. Non, le Bobo, il est dans le 11e, bizarrement. Et maintenant, le 16e, le prix du mètre carré dans le 16e diminue. Mais la rue de Passy, moi, je l'ai connue, c'était des cinémas, c'était populaire. Je n'ai pas dit que c'était ouvrier, la rue de Passy. C'était populaire. Et tout ça, c'est fichu. Et ça ne reviendra pas. Alors, un musée, dans ce cas-là, un musée, on évite l'art contemporain ou l'art officiel de la mondialisation, où il n'y a pas de foules qui font du Louvre, par exemple, comme vous le dites, un hypermarché. Est-ce qu'il y a un musée? Alors je vais vous dire, j'avais fait autrefois, quand j'écrivais dans Métal Hurlant, la liste des musées à -5, c'est-à-dire moins de 5 visiteurs par jour. Et il y avait le musée Jean-Jacques Henner, dans le 17e, peintre il peint un peu du Saint-Doux, mais enfin il y a des femmes nues, c'est pas désagréable. Et il y avait moins de 5... j'ai quand même réussi à rencontrer une dame dans le musée Jean-Jacques Henner. Avenue de Villiers, dans le 17e arrondissement de la capitale. Qui est-ce qui a le mieux chanté Paris, alors? De Joséphine Baker à Charles Aznavour, en passant par Piaf, Mireille Mathieu, Brigitte, ou Zaz, aujourd'hui? Oh, taisez-vous, elle chante « Paris sera toujours Paris ». Je suis persuadé qu'elle n'a pas compris que c'est une chanson qui traite de la drôle de guerre. D'ailleurs, elle ne sait peut-être même pas ce que c'est que la drôle de guerre. Alors, non, on est en train de s'apercevoir que Bernard Dimet était un des plus grands poètes, un des plus grands auteurs de chansons, qui est mort en 80. Rien à voir avec l'arrivée de Mitterrand. Hein. Il se saoulait abominablement, le pauvre vieux. Voilà, c'est Mouloudji, c'est Francis Lemarque. Et Mouloudji et Francis Lemarque, ce sont deux personnes d'origine étrangère, mais ils étaient assimilés. D'abord, ils sont allés à l'école communale, et l'école communale des années 30,
C'était quelque chose, hein, il faut quand même le dire. Bon, et après, ils sont devenus ce qu'ils étaient. Ils ont créé des chansons sur Paris et sur d'autres thèmes, sur les petits métiers de Paris, sur toutes ces choses-là. Étaient des chanteurs populaires. Évidemment, le grand de l'entre-deux-guerres, c'est notre Momo. Maurice Chevalier. Ménilmuche. En 1939, Maurice Chevalier interprète donc Paris sera toujours Paris. C'est une chanson composée par Casimir Oberfeld. Est-ce que Paris restera toujours Paris quand même? Non. Malgré tout. Ah non, c'est un autre Paris, une autre ville, une autre société. Est-ce que c'est le sentiment des touristes quand ils viennent à Paris? Ils en voient bien la difficulté, la propreté, les problèmes humains, de sécurité, mais ils sont quand même touchés. On va quand même pas raser. Pour moi, le plus beau monument de Paris, parce que ma grand-mère m'y emmenait, que j'étais gosse, et c'était le musée de l'armée. Il y avait des collections de soldats de plomb, des batailles, Bonaparte au pont d'Arcole reconstitué et tout ça. Non, heureusement, on va pas raser l'hôtel des Invalides, on va pas raser la place de la Concorde avec ces deux magnifiques hôtels dont il y a un hôtel et puis de l'autre côté, c'était à la Marine, mais c'est plus à la Marine. Le musée. Un musée, la place Vendôme. C'est vrai, il y a une chose, vous avez raison. Moi, j'ai tellement vu la place Vendôme, j'ai tellement vu le Palais Royal, j'ai tellement vu la place des Vosges que j'y fais des fois plus tellement attention. Mais là, quelqu'un, à 15-16 ans, on me montre pour la première fois le Palais Royal. Je suis, seulement malheureusement, on y a collé les colonnes de Buren. Alors, tel Gavroche dans Les Misérables, hein, finalement, vous êtes, puis vous resterez toujours un titi parisien, un enfant de Paris, farceur, un peu espiègle. Ça vous va bien, écoutez, hein, quand même. Dégourdi et conscient, et qui connaît bien Paris comme dans sa poche, sans argent, mais qui fréquente les troquets. Titi parisien, ça vous va? Vous signez? Oui, alors, on pourrait aller plus... Oui, non, mais moi je suis le dernier Titi, je suis le dernier. Enfin, il y en avait un autre, il y avait Claude Dubois aussi, qui a fait des bons bouquins, mais lui plutôt spécialisé sur la Bastoche, la Bastille. Mais bon, j'ai encore un petit peu l'accent de Paris, mais plus personne n'a l'accent de Paris aujourd'hui. On n'entend plus l'accent de Paris. Les gars qui disent « Ah ben dis donc toi !» Et puis avec cette gouaille, avec cette façon... bon, je voudrais vous raconter une anecdote, mais je ne sais pas si vous allez l'accepter sur TV Liberté. Sur YouTube, surtout. Allez-y. Non, mais j'avais une tante, elle était dans les années 30 ou 40, elle était, ou peut-être même 50 d'ailleurs, elle était sur un autobus à plateforme, sur la plateforme d'un autobus, et elle sent qu'un monsieur lui met légèrement la main aux fesses. Il la harcèle, comme on dit aujourd'hui. Et bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est retournée, elle a dit... Vous êtes très gentil, monsieur, mais moi c'est devant que ça me gratte. Voilà, c'était ça l'esprit parigot. La répartie, le sens de la répartie, drôle. Et on tuait beaucoup plus facilement les gens avec une répartie drôle qu'avavec une paire de claques. Qu'il méritait aussi, je suis bien d'accord avec vous. Le gars, d'ailleurs, c'était pratique, le gars, il sautait en marche de la plateforme, et puis voilà, et puis c'était comme ça que ça se réglait, quoi. L'état de Paris, c'est l'état de la France, vous écrivez. Et l'état de la France, il vaut pas grand-chose, il faut bien le dire. Vous prenez la création, par exemple, d'un ministère de l'esthétique. Vous avez même un nom pour remplir cette mission. Oui, le gars qui s'occupe du loto, là, j'ai oublié son nom. Présenté comme ça le vend bien. Non, du loto, oui, mais il est très bien. Je suis passé une fois dans une émission de télé il y a longtemps, c'est un homme très bien, qui a du goût, qui aime les belles choses et tout, mais ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. Moi, je suis quelqu'un qui ne vote pas. Parce que ça me dégoûte. Voilà. Surtout maintenant que les urnes sont transparentes, j'ai l'impression de voir un mélange comme ça, c'est affreux. Bon. Mais j'avais dit, je voterai pour le candidat, quel qu'il soit, qui dira « Je crée un ministère de l'esthétique de la France pour interdire les tours dans les villes et les éoliennes dans les campagnes. » Pas un y a pensé. Pas un. Bah, écoutez, la proposition est lancée. Il y a une voie à gagner, à acquérir. Il suffit d'avoir ce programme politique d'un ministère de l'esthétique. Bon, en attendant, on aura l'occasion de se revoir, je pense, quelquefois. Je suis parisien, mais je me soigne. Je suis parigot et incurable. Incurable. Mais parlons aussi des excellents dessins de Philippe Dumas que vous avez. C'est vrai, je les ai évoqués rapidement. Philippe Dumas, peintre, auteur et dessinateur, et qui illustre des centaines de livres, dont le vôtre, tout au long des pages. Merci beaucoup, Alain Pocard. Merci de m'avoir invité, et croyez-moi, je serai encore pire la prochaine fois. Allez, on vous invitera quand même. Voilà, le livre est sur la boutique DBL, et comme dirait Alain, il n'est pas l'air chème. Merci.